Donc, nous allons sans transition passer à la seconde table ronde. Il y aura du café après la table ronde. Je vais présenter d'abord les intervenants très rapidement dans l'ordre d'intervention. Donc, ça sera tout d'abord Michael Luquen qui interviendra, professeur à l'INALCO et actuellement chercheur senior à l'Institut universitaire de France. Ensuite, ce sera Valérie Gelezo, directeur d'études à l'EHESS et actuellement chercheuse, directrice. C'est la fatigue. Directrice d'études à l'EHESS et actuellement chercheuse à l'Institut français de recherche sur le Japon, qui est une spécialiste de la Corée, donc ça permettra d'avoir un petit regard de biais aussi sur les études japonaises. Ensuite, ce sera Sophie Houdard, donc directrice de recherche au CNRS et aussi chercheuse à l'Institut français de recherche sur le Japon, qui interviendra, qui est elle-même anthropologue. J'ai oublié les disciplines. Donc, Michael est historien de l'art, aussi philosophe. Valérie est géographe. Sophie est anthropologue. Ensuite, Raphaël, donc, qui est aussi chercheur à l'Institut français de recherche sur le Japon et géographe, interviendra. Et puis Mathieu Capel, professeur à l'Université de Tokyo, qui est un spécialiste des études filmiques. Donc je ne reviens pas sur le précédent panel. Je remercie vraiment la précédente table ronde d'avoir offert un regard très précis et très synthétique aussi sur notre écosystème, et nous avoir aussi présenté d'emblée des choses très, très concrètes et très pratiques. Nous, comme vous le voyez, on n'a pas de PowerPoint, on est un peu plus dans l'abstrait, enfin, on va poser des questions un peu plus d'ordre épistémologique. Et puis on essaiera de faire un petit peu le lien entre cette question qui est la nôtre, qu'est-ce que les études japonaises, et puis le rapport avec le contexte de l'écosystème des études japonaises, peut-être dans la discussion générale à la fin. Je crois qu'enfin la précédente table ronde a permis de souligner des choses très importantes. D'abord, les enjeux évidemment aussi d'ordre idéologique autour de ces questions des études japonaises. On en parlera nous aussi. Qu'est-ce que les études japonaises? Ça implique aussi forcément des questions un peu d'ordre idéologique, parce qu'il y a des enjeux idéologiques derrière, des enjeux de recherche. Et puis cette définition aussi collective de notre champ, qu'est-ce qu'on est. Et c'est vrai que dans la précédente table ronde, j'ai été frappé de constater que Emmanuel Ozran, comme Pierre-François Souiri, évoquaient cette question du culturalisme avec, d'une certaine manière, deux points de vue aussi, enfin pas deux points de vue, mais en tout cas deux remarques qui rentrent un peu en contradiction. C'est-à-dire d'un côté, il y a une unanimité, il y a un consensus. On est d'accord en général pour ne pas faire des études japonaises selon un angle culturaliste. Mais de l'autre côté, quand on est confronté au grand public, souvent les poncifs sont toujours là, et donc on doit ressortir nos vieilles scies et réexpliquer que non, c'est pas si simple, attention à l'essentialisme, etc. Donc on se retrouve des fois pris entre deux feux, où d'un côté, en tant que chercheur, ça fait des années que les Nihon Jinran, etc., tout ça, c'est un peu notre soupe commune et qu'on a envie de passer à autre chose et de parler d'autre chose. Mais dans nos échanges avec le grand public, il faut toujours revenir sur ces questions. Et ça, je crois que c'est un enjeu important et difficile aussi pour les études japonaises. Et c'est lié, je crois, à la question aussi de leur définition. Et je donnerai tout de suite la parole à Michael Luquen sur cette question de ce qu'elles sont. Voilà. Merci. Merci d'abord d'avoir organisé ce colloque. Merci à toute l'équipe. Merci aux traducteurs. Je vous renvoie pour commencer juste à la plaquette donc, du colloque. Et les organisateurs rappellent comment, en 1979, s'opposaient déjà deux termes pour nous définir. D'une part, la japonologie, qui était le monde dont il s'agissait de sortir, qui renvoyait au Japon, qu'on devait saisir de manière globale, holistique, synthétique, et une entrée vers un monde qui serait celui des études japonaises. Donc on était à la fin des années 70, qui donc correspond à ce parcours de 40 ans. Aujourd'hui, je crois que le terme études japonaises l'a largement emporté, qui représente donc une approche fragmentaire de différents aspects du Japon. Et on est énormément, parmi tous les japonologues dans cette salle, à avoir contribué d'une manière ou d'une autre à ce mouvement. Mais j'aimerais prendre du recul et mettre en perspective cette évolution avec une évolution
qui aurait dû être parallèle, mais qui ne l'est pas tout à fait, entre deux désignations du champ. D'une part, donc, la question de l'étude des aires culturelles, hein, et de l'autre, des études aréales. Beaucoup de gens utilisent ces deux notions, mais sans forcément bien les distinguer. Et or, elles correspondent à des points de vue qui sont assez distincts. Donc, un tout petit rappel, la notion d'aire culturelle, donc de l'étude des aires culturelles, dans sa définition brodélienne, elle vise à saisir des quasi-permanences, des récurrences, des mentalités, des constantes civilisationnelles. Hein, c'est ce que Braudel explique, hein, dans sa grammaire des civilisations, à laquelle je vous renvoie. Puis, cette notion, elle a évolué dans les années 90, 2000. Je pense que beaucoup d'entre nous avons utilisé cette notion dans cette optique. Elle est devenue, comment dire, un outil de décentrement des disciplines. On se sert du Japon, de la Chine, d'autres régions du monde pour travailler, hein, la question disciplinaire. Et je crois que cette manière de désigner notre champ est toujours féconde. Peut-être que Valérie Gelzoux pourra en dire un mot, parce que je sais qu'à l'EHESS, il travaille encore avec cette notion. Mais on voit très bien que depuis quelques années, l'autre dénomination, études aréales, hein, qui pendant des décennies a eu énormément de mal à s'implanter parce qu'elle renvoyait à une conception de la recherche qui était trop pragmatique, trop tournée vers l'expertise, trop américaine, trop une traduction de area studies, a fini par s'implanter. Aujourd'hui, c'est elle qui domine. Et je prends par exemple le cas de l'Institut des Amériques. En 2014, ils organisaient encore un grand colloque sur les aires culturelles. Là, maintenant, ils diffusent un séminaire sur les études aréales et les études de genre. Il y a le GISASI qui fait des études aréales et les études environnementales. Et je crois que du côté de la jeune génération, des jeunes chercheurs, on s'identifie beaucoup mieux à cette conception des aires, découplées des cultures, hein, qui peuvent être utilisées de manière ad hoc pour construire des objets qui sont soit intranationaux, soit transnationaux, mais qui ne renvoient plus seulement à une culture ou une civilisation, encore moins comme on l'entendait avant. Et je crois que le petit livre de François-Joseph Rougiou, quand il était directeur de l'INSHS, donc en 2018, intitulé « Les études aréales », constitue une manière de pivot. Aujourd'hui, c'est le cadre épistémologique qui me semble en passe de l'emporter. Je crois qu'il faut qu'on se confronte à cette réalité et qu'on l'envisage de manière critique. Et évidemment, quand on prend aussi du recul, on voit bien que cette évolution, elle est complètement liée à la généralisation des appels à projets, qui est l'expression institutionnelle, au fond, de cette évolution qui dépasse largement notre champ. Donc, il me semble que les études japonaises doivent prendre en compte ce changement de paradigme, hein, s'y confronter, parce qu'elles sont directement concernées. Donc, les questions que j'aimerais soulever dans cette table ronde avec mes collègues sont les suivantes. Est-ce que c'est le signe d'une globalisation, d'une américanisation de notre cadre de pensée qui implique, parce que c'est le plus pratique, parce que la flèche est désormais orientée vers des réponses sociales, à des réponses scientifiques à des problèmes sociaux, qu'il faille embrasser les questions qui font problème au sein de la société, et si possible en anglais, parce que de fait, c'est aujourd'hui le plus commode, le plus efficace pour être lu et pour être reconnu. Ou est-ce qu'on peut imaginer que dans le passage de l'anglais « Area Studies » au français « Études aréales », hein, quelque chose d'original s'est produit, et si ce n'est pas le cas, comment essayer de le faire advenir? Donc je propose quelques pistes, hein, qui vont faire écho à des choses qu'on a entendues dans la précédente table ronde. Est-ce que c'est en mettant l'accent sur une resubjectivation de l'activité de recherche, hein, en valorisant l'expérience du terrain, en valorisant l'expérience de la langue, hein,
Mais évidemment, au niveau de la production, qu'est-ce que ça implique, hein? Ça implique de retrouver des voix, ça implique de mettre en avant des styles, ça implique de faire émerger des auteurs. Or, ce n'est pas la dynamique qu'on voit aujourd'hui. Deuxième piste, est-ce que c'est en réintroduisant du temps long, que ce soit du temps long dans le passé ou du temps long dans le futur? On voit bien que les enjeux environnementaux et climatiques impliquent de penser à long terme, voire à très long terme, et fragilise en tout cas les approches pragmatiques, court-termisme et les phénomènes de mode. Mais si on réintroduit du temps long, je crois que ça demande d'abord de connaître notre propre histoire, hein. C'est-à-dire de comprendre comment on est arrivé à cette forme de présentisme, hein, comme dit Hartog, qui domine le champ, et donc aussi ce qui le fonde idéologiquement, parce que naturellement il est fondé idéologiquement. Je crois que tout à l'heure ce point a été soulevé. Et enfin, en 3, est-ce que ce serait pas aussi en étudiant des rapports plus complexes, ça fait là encore écho à ce qui a été dit tout à l'heure sous une autre forme, qui ne sont pas juste de type comparatiste, hein, comparatisme qui, je le rappelle, est l'outil de base des area studies, hein, dans leur tradition américaine, mais des circulations plus élaborées, plus complexes, des triangulations. On prend un auteur, on le compare avec un auteur, mais par rapport à un troisième, ou un fait de société qu'on compare avec un autre fait de société, mais en ayant un troisième référent, qu'il soit au Japon dans notre cas, ou en Allemagne, en Chine ou aux États-Unis. Organiser des triangulations. Ça peut être des phénomènes de transfert qui ne sont pas juste des comparaisons terme à terme sur un plan égal, hein, d'égalité, mais qui impliquent un point supérieur et un point inférieur, où il y a une hiérarchie de fait qui existe dans la circulation des idées et des informations. Donc, prendre en compte des phénomènes qui sont un peu de type dialectique, où quand il se passe quelque chose ici, eh bien, ça produit une réaction là. Donc, sortir, là encore, du comparatisme plat. Mais là, évidemment, ça implique un autre changement pour nous, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus simplement de s'intéresser aux différents aspects du Japon, qui était, je crois, jusqu'à présent l'ambition des études japonaises, mais de comprendre les relations qui s'y nouent, des relations au sein de la société ou entre le Japon et le monde extérieur. Et enfin, ça implique dans le même temps que l'on évalue dans quelle mesure on est capable de les appréhender, ces relations, parce que ça, les anthropologues nous l'ont bien dit, on n'aborde pas un terrain sans qu'on fasse bouger un peu les équilibres. Donc il faut toujours faire un travail d'introspection. Autrement dit, se tisse là le chemin de ce que j'appellerais une nouvelle anthropologie, pas l'anthropologie des anthropologues, mais une anthropologie qui serait une nouvelle science de l'homme, dans toutes ses composantes. Il me semble que ce sont là, en tout cas, quelques configurations qui permettent d'échapper à l'esprit de gain incrémental, hein, et positiviste des area studies dans leur conception première, qui serait peut-être judicieux d'explorer collectivement. Merci beaucoup, Michael. Il y a beaucoup de choses, hein, qu'on aura, je pense, j'espère, l'occasion d'aborder aussi lors de la table ronde que tu évoques. Bon, ce qui me frappe notamment, c'est le fait que finalement, par rapport à 1979 et ce premier colloque sur les études japonaises, qui avait été organisé par la Maison franco-japonaise, mais au Collège de France, hein, je me permets de le préciser, c'est qu'on est dans une situation inverse. C'est-à-dire que là, toi, tu t'inquiètes en fait d'une surreprésentation des études sur le Japon contemporain dans une logique présentiste qui ne voit que l'aspect positiviste et immédiat du gain des recherches, alors qu'effectivement, en 1979, c'était plutôt le constat inverse, qu'il fallait aller vers l'étude du Japon contemporain qui était sous-représenté. Donc ça, je crois que c'est un point très important. Et je laisse maintenant la parole à Valérie, qui sera peut-être la réponse de la géographe à l'historien, mais dans un dialogue constructif. Merci Thomas. Je ne sais pas si ce sera la réponse éclairante, mais d'autant que je parle d'un lieu assez décalé, effectivement, périphérique, puisque je ne suis en effet pas spécialiste du Japon, je suis géographe spécialiste de la Corée.
et donc plutôt connecté aux études coréennes. Donc je me suis posé la question juste avant de commencer la table ronde. Alors je ne suis pas forcément le déroulé, au début en tout cas. Est-ce que je suis une outsider dans ce colloque consacré aux études japonaises? Et qu'est-ce que je peux apporter à votre discussion? Et de fait, malgré mes méthodes de travail et malgré ma connaissance de la ville coréenne, je ne lis pas bien la ville japonaise, voire elle m'est totalement opaque. Ça résiste en quelque sorte. Donc je vous propose une première réponse à votre question. Qu'est-ce que les études japonaises? Les études japonaises ne sont pas les études coréennes, et inversement. Alors vous allez voir que ce n'est pas seulement une plaisanterie. En même temps, je dois dire que, et c'est très intéressant, dans la préparation de cette table ronde, j'avais complètement oublié à un moment que je ne faisais pas d'études japonaises, puisqu'on parlait de questions générales sur la définition d'un champ en études aréales / aires culturelles. De fait, en t'écoutant et en vous écoutant tout à l'heure, j'ai réalisé que, et je le savais inconsciemment, les études coréennes et les études japonaises ont même des ancêtres communs. Charles Hagenauer, Maurice Courant, dont le répertoire de l'administration coréenne est quand même un classique, enfin quelque chose qu'on a tous étudié quand on a appris le coréen. Et de surcroît, la création de l'Institut d'études coréennes du Collège de France a eu lieu pour valoriser les collections justement rassemblées par Charles Hagenauer et Maurice Courant sur la Corée en 1973, c'est-à-dire la même année que la création du Centre de recherche sur le Japon à l'EHESS par Philippe Pons et Christian Sauter. Donc c'est quand même intéressant de constater tout ça. Donc les études coréennes ne sont pas les études japonaises et inversement, mais elles sont quand même des cousines. Elles ont des ancêtres communs. Donc ces préliminaires étant posés, effectivement, je crois que pour répondre aux défis évoqués par Michael, sur la question de l'approche épistémologique, méthodologique et critique des études aréales ou des aires culturelles, voilà, une proposition, c'est justement d'insister sur cette approche, hein, puisque dans l'acception traditionnelle, entre guillemets, des aires culturelles, elles ont fait l'objet de critiques très sévères, hein, en tant que science de la description, incapable de généralisation, fondée parce qu'elle serait fondée sur une description, une conception en tout cas figée et statique des espaces qui réifierait la culture. Donc le nouveau paradigme qu'évoque Michael constitue, enfin le paradigme des études aréales constitue de fait un mouvement de fond qui caractérise l'ensemble des SHS. Hein, l'expression études aréales de fait est un anglicisme, hein, qui renvoie aux Area Studies, dont le développement était articulé outre-Atlantique au départ à des fins géopolitiques et utilitaristes. Donc une des propositions, hein, c'est vraiment d'envisager ces aires culturelles, cette étude par les aires culturelles, les études coréennes, les études japonaises, comme une méthode par les savoirs situés, quelle que soit évidemment la discipline, hantée sur les textes, les matériaux, les terrains, dans la langue locale, ce qui a déjà été largement évoqué dans la première table ronde, avec les passeurs les chercheurs étant des passeurs dans les deux sens, donc promouvant des circulations de savoir dans les deux sens. Donc cette conception effectivement des aires culturelles ou études aréales est encore très opératoire à l'EHESS, effectivement, où les centres qui sont encore appelés centres aires culturelles sont conçus comme des antidotes à l'ethnocentrisme et des outils très puissants pour favoriser une posture critique. Alors cette approche méthodologique et épistémologique et critique de ces aires implique en fait une conception plus seulement extractive de la recherche, mais presque intime de la recherche, hein, qui renvoie à ce que quelqu'un comme Christian Sauter ou Joël Bonne-Maison appelait l'entrée en connivence. Ça a une très grande importance, hein, la fréquentation longue des matériaux, des textes, des terrains,
permet de développer des modes de compréhension des faits sociaux, des images, des récits, qui mobilisent différents régimes de connaissances. Et là, on retrouve, je pense, ce qui distingue nos deux cousines, hein, les études coréennes et les études japonaises, dans cette expression de connivence. Hein. Il y a quelque chose qui relève de l'engagement dans une langue, un espace. Donc je suis géographe et je pourrais peut-être travailler sur le Japon, mais pas avec l'engagement qui est le mien, intime, avec la Corée. Il y a le coréen, l'espace péninsulaire et ses expressions multiples, et je n'ai pas accès au japonais. Je n'ai pas accès à beaucoup d'aspects de cet espace insulaire et de toutes ces expressions multiples. Et c'est très intéressant parce que cela connecte aussi avec la dénomination d'un des centres qui a été évoqué dans la première table ronde, hein, Chine-Corée-Japon, hein, cette UMR formée en 2006. Les études coréennes, japonaises et chinoises ne sont pas interchangeables, ne sont pas non plus simplement définissables en tant qu'études asiatiques. Donc c'était un choix conscient opéré au CCJ qui a finalement refusé de trouver un nom avec oriental ou études asiatiques. Et ce n'était pas simplement un choix par défaut. On a discuté en conseil de laboratoire très longtemps sur ces questions. C'est un choix qui est évidemment complètement imparfait, puisque dans ce laboratoire, il y a aussi des gens qui travaillent sur Taïwan ou sur la Mongolie. C'est donc un choix qui est vraiment imparfait, mais qui reflète en fait nos discussions critiques et épistémologiques sur le sujet. Voilà, et pour terminer, j'avais envie de dire encore comment les disciplines circulent entre les aires culturelles, ou comment elles font travailler les aires culturelles. Ou inversement, quelle est la place de la discipline dans la définition des différents domaines des études aréales. Alors, on connaît, par exemple, dans la définition des études coréennes, hein, la place écrasante de l'histoire, des études classiques, de la langue. Je dois souligner quand même, et je conclurai là-dessus, le rôle très important des études japonaises et de ce qui se faisait à la maison franco-japonaise dans les années 1980, que tu as évoqué, Thomas, dans ton discours d'ouverture, notamment dans les sciences de l'espace et sur la ville. Hein, urbanité française, urbanité nippone, donc tous les colloques hein, autour de personnes comme Augustin Berg, Marc Bourdier. Ce réseau qui est devenu aujourd'hui Japarchi a eu un rôle très important pour les études de l'espace et de la ville, dans les études, au-delà des études japonaises, hein, en études coréennes et peut-être même en études chinoises. Voilà. Merci beaucoup, Valérie. Alors, je vais tout de suite donner la parole à Sophie. Je te remercie d'avoir rappelé hein, quand même cette question, et comme l'avait dit Pierre-François Suéry, qui est toujours un combat à mener de la question de la langue et de l'investissement dans la langue, qui n'est pas un combat que nous avons complètement gagné, je crois, et on en reparlera peut-être dans le cadre de la discussion, parce qu'il y a des fois aussi des points de vue opposés sur ces questions, et c'est un enjeu important quand on discute avec nos collègues qui ne sont pas issus du champ un peu peut-être des fois ghettoisé des études japonaises. Je te remercie d'avoir évoqué cette question aussi de la définition de l'espace, et c'est vrai que c'est pas si simple. Chine, Corée, Japon, par certains côtés, pour moi, ça a un sens évident. C'est quand même un espace sinisé, etc. Mais c'est vrai que dès qu'il s'agit d'espace, il y a des frontières, il y a du flou, il y a des contradictions, et c'est une question des marges, etc., qu'il faut toujours évoquer. Mais en tout cas, de façon un peu finalement pratique, concrète, envisager cette question des études aréales autour de la question de la connivence me paraît un angle effectivement très pertinent, et je laisserai sur ce point rebondir Sophie, qui, en tant qu'anthropologue, connaît bien la question du terrain. Merci beaucoup. Alors c'est effectivement, je vais commencer d'abord par ça pour juste dire un mot sur la relation en fait contrariée de l'anthropologie avec les aires culturelles, enfin la notion de domaine, on appelait ça des domaines culturels. Je viens d'un des gros laboratoires d'anthropologie en France, le laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative.
que j'ai vu, dans lequel je suis depuis très longtemps, et que j'ai vu se défaire de ces domaines culturels. Donc quand je suis arrivée dans ce laboratoire, le laboratoire était effectivement bel et bien organisé en tant que domaine, avec des domaines culturels. Et puis il y a eu des réorganisations massives, à la fois des enseignements et des séminaires, etc. Disons ces 15 dernières années, il y a une quinzaine d'années, peut-être 20, autour d'axes transversaux qui ont globalement défait la structuration en domaine culturel. Et on était nombreux à ce moment-là à le vivre comme une petite libération. C'est structurant dans l'enseignement. Donc chaque étudiant, étudiante, en fait, choisit un terrain, on dirait, plutôt que... Donc je vais revenir ensuite sur la notion de terrain. Va choisir un terrain qui se situe dans une aire culturelle, et le fait que le savoir lui-même ait cessé d'être structuré en aire culturelle n'a pas du tout réduit ou amoindri, je dirais même au contraire, l'exigence pour chacun et chacune d'apprendre la langue, entre autres, et donc de se spécialiser en plus de l'anthropologie, puisque on l'a déjà évoqué, hein, soit on entre par les études japonaises, soit on entre par une discipline. Et pour les anthropologues, rentrant dans la discipline, ils vont se former au japonais, aux langues avec lesquelles ils sont en prise, avec une insistance aussi, on y reviendra peut-être, sur le fait que, du point de vue de l'anthropologie en tout cas, cet apprentissage de la langue est important aussi en tant qu'il est situé. Et donc, quelque chose s'apprend dans les départements de japonais, évidemment, dans les départements d'enseignement de langue japonaise, mais pour nous, en tant qu'anthropologue, et peut-être ça vaut pour les sociologues ou pour d'autres sciences humaines et sociales, pour les géographes, l'apprentissage est important aussi sur place, enfin ça a l'air bête de le dire comme ça, mais auprès des personnes qui peuvent être très différentes, appartenir à des milieux très différents. Et donc c'est l'apprentissage de la langue auprès de ces personnes-là, donc extrêmement localisé, du micro-apprentissage très localisé, me semble aussi cet apprentissage-là me semble très important et relevé de ce que aussi Valérie appelait la connivence. Voilà. Alors, je voulais revenir sur la question des sciences empiriques, en fait, et de ce qu'on appelle donc le terrain, enfin de ce qu'appelle en fait la pratique de terrain, et peut-être rappeler quelques-unes des lignes de force qui ont agi aussi, il me semble, sur la définition des aires culturelles ou des aerial studies, et leur importance épistémologique, en fait, depuis donc le dernier colloque de 79. Alors, juste... Puisqu'on évoque successivement, enfin à tour de rôle, ce colloque. Dans les actes de ce colloque, en fait, du point de vue de l'anthropologie, c'est Jeanne Coby qui prend la parole à ce moment-là et qui note que donc en 79, j'étais quand même étonnée de lire ça, que l'ethnologie du Japon, par exemple, était encore balbutiante en tant que discipline. Surtout qu'elle ne se reconnaissait pas dans les milieux académiques, en fait, ni dans les études japonaises, véritablement, et que l'ethnologie japonaise était comme indexée à des sphères plus savantes, plus reconnues, comme les études de la religion, par exemple, les études religieuses. Donc on a ce point de repère-là, 79. En 2006 aussi, parce que les revues ont été évoquées dans la précédente table ronde et les numéros spéciaux de revues. En 2006, Laurence Caillet, donc j'en profite aussi pour lui rendre hommage parce qu'elle est également partie l'année dernière, éditait un numéro spécial de la revue Atelier d'anthropologie à l'Université de Nanterre, qui était consacré sur le Japon. Effectivement, de relire aussi ce numéro m'a fait réaliser que dans une science comme l'anthropologie, en fait, les numéros spécialisés sur des pays, des domaines culturels, sont devenus assez rares et que ça participe de cet éclatement-là. Voilà, c'est souvent des numéros thématiques. Mais donc, du coup, Laurence Caillet avait coordonné ce numéro en 2006.
où elle faisait état d'une partition toujours très forte, donc milieu des années 2000, très structurante, entre Minzoku-gaku, les études folkloriques, et Bunka-Jinui-gaku, l'anthropologie culturelle. Et c'est encore, me semble-t-il, une sorte de point aveugle aujourd'hui, au Japon même, parce que c'est très structurant, évidemment, au Japon. Jusque récemment, j'ai rencontré cette année des collègues japonais qui ne s'autorisaient pas à enquêter au Japon alors qu'ils étaient spécialistes qui du Kerala ou qui de la Mongolie, à moins qu'un état d'urgence nationale, comme la catastrophe de 2011 par exemple, ne vienne les mobiliser finalement sur ces terrains japonais pour lesquels ils se sentaient si peu légitimes, si peu préparés, etc. Voilà, ça c'était. Je voulais poser ces choses-là depuis l'anthropologie, qui est quand même très concernée par cette histoire d'ère culturelle. Qu'est-ce qu'on appelle faire du terrain quelque part, en fait. C'est de cette manière très très basique, en fait, il me semblait aussi important de poser les choses. Et puis là, je voudrais juste évoquer donc quelques-unes, je le disais, de ces lignes de force qui ont pu agir fort quand même sur les sciences humaines et sociales, me semble-t-il, ces dernières années, et travailler, donner du mou à cette catégorie d'études aréales. Tout d'abord, je dirais, il y a la fin des grands partages, de ce qu'on a appelé les grands partages, eux et nous, la croyance et la science, le subjectif et l'objectif, la culture et la nature, le particulier et l'universel, etc. Et avec cette fin des grands partages, la prise en compte des phénomènes de globalisation. Alors, ça fait presque banal de le dire, enfin, ça tombe comme un soufflet de le dire aujourd'hui, mais enfin je me suis replongée dans la littérature qui était, en tout cas que j'avais à lire moi, à la fin des années 90 ou au début des années 2000, et qui portait beaucoup sur cette globalisation, les phénomènes de globalisation qu'on voyait arriver, raffinés ensuite en glocalisation, qui invitait donc à considérer les logiques locales au regard de logiques globales, sans présager de liens de dépendance, et en prenant le soin de non seulement les considérer, mais aussi de les décrire. Il a fallu aussi apprendre à décrire ça, et ça a impliqué d'autres méthodes que celles auxquelles on était formé en étant spécialiste d'une ère culturelle, disons. Le monde est grand, les choses et les personnes circulent, les jeux d'influence et d'emprunt sont incessants, etc. Et ça a changé énormément le périmétrage, les périmètres des terrains proposés, des sujets proposés, etc. Et ça a joué aussi sur les méthodes. On a appris à suivre des objets, retracer des réseaux, et ces particularités-là, qui sont celles du monde dans lequel on vit, et qui change, ça a imposé à des gens en sciences humaines et sociales de bouger d'une ère culturelle à une autre, de passer d'une langue à une autre, d'apprendre à se déplacer dans des univers complexes. Et par exemple, concernant la question du terrain, vient à la fin des années 90, début des années 2000, cette nouvelle appellation de enquête multisituée, voilà, ou enquête multisite, à la suite des propositions de Georges Marcus, qui vont vraiment avoir un impact important sur les périmètres de la recherche. Voilà, donc juste parce que on en avait parlé au cours de nos discussions, donc c'est aussi l'époque, c'est pour rappeler, c'était il y a une vingtaine d'années, c'est un mid-term entre 79 et aujourd'hui, on va dire. Toute cette littérature qui concernait aussi le Japon. Il y avait, alors, venant de l'ouvrage fondateur de Appadurai, Arjun Appadurai, Modernity at Large, Cultural Dimensions of Globalization, qui est en 96, qui a traduit après le colonialisme, les conséquences culturelles de la globalisation en 2001.
Voilà. Et sur les études japonaises, il y avait l'ouvrage de Frederick Jameson et Miyoshi Masao, The Cultures of Globalization, en 98, ou celui de Iwabuchi Koichi, Recentering Globalization, Popular Culture and Japanese Transnationalism. Et alors, dans toute cette littérature, dont on est sorti, hein, effectivement, mais qui a été quand même fondatrice de déplacements épistémologiques, on a commencé à parler de dépayser la mondialisation en observant les dynamiques variées de la mondialisation, aussi appelée donc glocalisation. Ces dernières années, tout ça aussi continue à se transformer. L'anthropologie, entre autres, hein, a été très, très influencée par les travaux de Anat Singh, qui est un bon exemple aussi des déplacements qu'on peut faire dans une ère culturelle. Est-ce qu'on dirait que son livre « Les champignons de la fin du monde » relève des études japonaises? Je ne sais pas. On y apprend des choses assurément sur le Japon, entre autres choses. Voilà. Et son ouvrage Friction, délire et faux semblant de la globalité, paru en 2015, et aussi marque un temps important aussi qui va réinterroger sur nos manières d'écrire, nos manières de s'adresser. On en a parlé aussi à la première table ronde. Nos manières de s'adresser à d'autres personnes qui ne seraient pas dans les mêmes champs de spécialité, bref, à élargir l'audience. Je ne pense pas avoir le temps, je le mentionne juste comme ça, mais pour moi, un autre bouleversement épistémologique important qui a pu prendre part aux perspectives aréales, c'est l'introduction ou la prise en compte de ce qu'on a appelé, faute d'avoir trouvé un meilleur terme encore, les non-humains ou les quasi-humains, enfin tout ce qui n'est pas, qui ne relève pas juste de l'humain et de l'homme en société, et donc d'apprendre à aussi suivre dans les descriptions qu'on produit du monde social tel qu'il est contemporain, ou pas d'ailleurs, tout ce qui relève des objets, les animaux, les entités non humaines. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Sophie. Donc, tu ouvres une autre piste de réflexion pour sortir de notre ghetto, qui serait peut-être de dépayser les études japonaises. Et je crois que Raphaël aura aussi peut-être des propositions à faire sur ce sujet. Raphaël, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous et à toutes, et merci de me donner la parole. Alors c'est vrai qu'en tant que géographe, lorsque j'entends cette question, qu'est-ce que les études japonaises, je la transfère dans mon propre champ disciplinaire. Et je me dis, comment est-ce que la géographie aurait posé la question pour elle-même? Est-ce qu'on aurait posé la question, qu'est-ce que les études géographiques? Et ça n'aurait pas eu de sens. Qu'est-ce que la géographie? Bon, ça a un peu plus de sens, ça a fait couler beaucoup d'encre, mais je pense que de la façon dont les études japonaises et la japonologie formulent la question, on l'aurait plutôt traduit par « qu'est-ce que l'école française de géographie ?» Et alors là, pour le coup, il n'y a plus aucun doute, parce que tout le monde sait ce que c'est. Il y a un fondateur mythique, c'est Paul Vidal de la Blache, qui était historien d'ailleurs. Il y a une institution d'origine, l'École normale supérieure, qui a créé et structuré une grande partie de l'école française de géographie. Il y a des institutions, il y a effectivement des rites, il y a une communauté qui est quand même très bien constituée, très bien installée. Elle est d'ailleurs très proche du pouvoir. Et qu'est-ce qu'un géographe? C'est d'ailleurs souvent un individu qui est très proche du pouvoir législatif, qui peut être très proche du pouvoir politique. C'est quand même l'École française de géographie qui a redessiné les frontières de l'Europe après le traité de Versailles, qui l'a très mal fait d'ailleurs, on peut le lui dire, mais qui l'a fait quand même. Bon. Quand on pense cette question, qu'est-ce que les études japonaises, en fait, on n'identifie rien de ce qui pourrait être la réponse pour qu'est-ce que l'école française de géographie. Et je pense que c'est sans doute ça, l'un des clés du problème, c'est que ça ne matche pas. L'école française de géographie, elle a donné aussi une discipline scolaire qui est enseignée depuis le collège dans tous les établissements. Bon, ça ne matche pas non plus avec les études japonaises. Donc je pense que le flou est né du fait qu'on ne parle pas du tout de la même chose lorsqu'on parle des études japonaises et de la géographie dans le cadre de production qu'a été la France.
Alors, je m'arrête là pour la comparaison, et c'est vrai que je pense qu'il existe plusieurs façons de comprendre cette question. Qu'est-ce que les études japonaises? Au moins 5. Bon, je ne veux pas épuiser tout le sujet, et puis c'est quelque chose de très général hein, pour lancer des discussions. La première approche, je pense, ce serait une approche par l'objet. Bon. Qu'est-ce que le Japon? Qu'est-ce que le japonais? Qu'est-ce qui fait le Japon? Qu'est-ce qui fait japonais? Bon. La réponse à la question réside donc dans la façon d'identifier et de délimiter l'objet sur lequel portent les études. Les géographes parleraient plutôt de terrain, les anthropologues aussi, je pense. Sachant que même une question comme « qu'est-ce que le Japon ?» ne conduit pas à une réponse univoque ou à une réponse simple ou simpliste ou facile. Par exemple, si on étudie les descendants de Japonais au Brésil, est-ce qu'on est dans le champ des études japonaises? Bon. Est-ce qu'on étudie, quand on étudie par exemple la Corée sous la colonisation japonaise, est-ce qu'on est dans les études japonaises? Bon. Lorsqu'on étudie les peuples Aïnous avant la colonisation japonaise et la formation du Japon moderne, est-ce qu'on est dans les études japonaises? Bon, ça se pose, sans faire d'anachronisme, c'est quand même une question. Bon. Donc, ce n'est pas une réponse facile que de délimiter l'objet. Une deuxième approche qui permettrait de contribuer à répondre à la question « qu'est-ce que les études japonaises ?» c'est une approche par l'épistémologie. Que sont les études qui se disent japonaises en France? La réponse à la question réside dans ce cas dans la délimitation du champ épistémologique de ces études et de leur caractérisation. Et pour moi, la question institutionnelle, la question disciplinaire, la question de la maîtrise de la langue sont des sous-produits de cette approche-là. Une autre approche, troisième approche, qui permettrait de répondre à la question, c'est une démarche, c'est une approche selon les démarches et les méthodes. Et c'est une approche qui vous a déjà été présentée par Valérie, par Michael, ils en ont déjà parlé. C'est en outre un point assez proche du précédent. Et en géographie, je pense qu'encore une fois, c'est le terrain qui aurait fait toute la différence. Une quatrième approche serait par la communauté scientifique. Les études japonaises sont produites par une communauté. Et donc, identifier cette communauté et sa production, c'est identifier les études japonaises. Donc, du coup, si on part par la communauté, qui sont ces gens qui s'en réclament? Quels sont leurs critères d'appartenance? Quels sont leurs critères d'identification? En outre, pour qui? Quelle autre communauté ou quelle communauté plus vaste qui les comprendrait? Pour qui produisent-ils ces études qu'ils disent japonaises? Pourquoi le fait que ces études soient dites japonaises est-il important pour les membres de cette communauté? Et donc la réponse à la question réside ici dans la délimitation de la population qui fait les études japonaises. Et donc mécaniquement, qu'est-ce que les études japonaises? C'est les études produites par cette communauté, qui est finalement une immense nébuleuse. Bon courage pour la délimiter. En fait, ça ne fait que décaler le problème, on est d'accord. Et puis, une cinquième approche qui, je trouve, est un peu plus amusante, un peu plus iconoclaste peut-être, un peu provocatrice peut-être aussi. C'est une approche par l'absurde. Et si le Japon n'existait pas? Ou si le Japon était purement un concept métaphysique, une idée? Dans ce cas-là, qu'est-ce que seraient les études japonaises? Alors, ça renvoie de façon humoristique au roman d'Alberto Torres Blandina, « Le Japon n'existe pas », où en fait, les touristes qui veulent se rendre au Japon sont interceptés en gare, à l'aéroport, et on leur dit « Mais non, vous savez que votre destination n'existe pas. Elle a été créée par le marketing international, mais en fait, le Japon, ça n'existe pas. Donc vous allez acheter un billet, mais vous n'irez nulle part. » Bon. Je referme la parenthèse. Dans ce cas-là, poser la question « Qu'est-ce que les études japonaises ?» si le Japon est un concept métaphysique, revient à identifier une sorte de mythologie, une sorte de mythe, une sorte de religion avec ses évangélistes, avec ses croyants, avec ses fidèles, avec ses infidèles, avec les gens qu'on ostracise. Alors je ne vais pas développer un peu plus cette approche par l'absurde, mais cela revient, je pense, à poser la question du réel, la question de l'imaginé, la question de l'imaginaire et la question du symbolique. Et pour moi, les études japonaises sont alors le champ légitime dans lequel se construit un régime de production et un régime de reproduction de connaissances et d'analyse d'un réel médié par de l'imaginé, par de l'imaginaire et par du symbolique, pas seulement uniquement scientifique. Et ce faisant, c'est un champ possiblement d'abord, y compris lorsque le Japon est réel, métaphysique. Bon, je laisse là la question ouverte. Donc, c'est aussi autour de ces questions que j'ai construit le numéro 61 d'Ebisu, que j'ai intitulé « Le Japon et ses doubles »,
une partie des contributeurs et surtout des contributrices se trouvent dans cette salle, je les remercie vraiment, qui n'est pas qu'une référence à Augustin Berg, l'ouvrage collectif Le Japon et son double, qui n'est pas qu'une référence de référence à Artaud, le théâtre et son double, mais qui est effectivement cette question de la médiation du réel par l'imaginé, l'imaginaire et le symbolique dans un champ de production scientifique, dans une tension entre les arts et la littérature d'un côté et l'aménagement de l'autre, qui voudrait que l'aménagement et l'intervention sur l'espace, qu'on pourrait considérer comme le réel, même si ce n'est pas véritablement que du réel, influencent les arts et les lettres, et que la production d'un imaginaire et d'un symbolique par les arts et les lettres, en rétroaction, influence la façon dont est pensé l'aménagement, parce qu'influence la façon dont est pensé le Japon. Alors, les études japonaises sont sans doute une part de cette combinatoire entre ces 5 approches et sans doute bien d'autres choses. Je n'ai pas la prétention de résumer cette question à ces 5 approches-là, qui nécessiterait un peu de temps pour être discutées, présentées, définies. Mais j'aimerais insister sur 2 points et qui nous permettraient ensuite de passer la parole à mon voisin, je pense, qui développe l'un de ces points. C'est une façon de passer le flambeau. D'une part, je pense que les études japonaises n'existent que relativement. Et ce, non pas par rapport à la société étudiée, le Japon, mais par rapport à la société qui étudie, en l'occurrence, la société française. Pour le dire autrement, tout découpage est le fait de la société qui découpe, non des sociétés qui sont découpées, quand bien même ces sociétés opèrent elles-mêmes aussi un travail de ségrégation vis-à-vis du reste du monde. Aussi, le découpage informe plus sur la société de départ que sur la société d'exercice de ce découpage, y compris lorsqu'il apparaît comme naturel ou comme factuel, et ça revient encore une fois à la question du réel. Qu'est-ce que les études japonaises trouvent alors une forme de réponse dans l'idée qu'elles sont d'abord françaises? Et d'autre part, c'est mon deuxième point, les études japonaises n'existent pas en tout point du globe. Ça contribue à alimenter le fait qu'elles sont relatives. Il y a des lieux où les études japonaises disparaissent. Le Japon, en étant l'œil aveugle des études japonaises, est sans doute le premier lieu de leur disparition. Les études japonaises y deviennent alors des études françaises sur le Japon, c'est-à-dire des points de vue périphériques. Et ainsi, les Japonais qui produisent de la sociologie sur le Japon, qui vont étudier par exemple, je ne sais pas moi, les tekiyas, ne produiraient pas des études japonaises, ils produiraient juste de la sociologie. Il existe d'autres lieux où les études japonaises, à mon sens, disparaissent. Ce sont par exemple les lieux de production de savoir qui ne les identifient pas comme tels, et en particulier les lieux de production disciplinaire du savoir. À ce titre, les travaux de géographie en études japonaises deviennent des travaux de géographie sur le Japon pour les départements de géographie en France. Cela s'explique par le fait qu'il n'y a pas d'enjeu de pouvoir, ni d'enjeu essentiel, dans le sens d'exister, dans la validité d'une spécificité aux études japonaises pour ces départements-là. Ça veut dire aussi que c'est peut-être même tout le contraire qui se joue. C'est en perdant leur identité d'études japonaises que certains travaux en géographie du Japon trouvent leur légitimité dans leur champ disciplinaire. Je vous remercie. Donc nous avons un athée parmi nous. En tant que croyant en études japonaises, faites preuve de miséricorde. Alors, ça doute la parole. Je laisse la parole à Mathieu. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne vais rien ajouter à la part théorique des interventions précédentes, si vous le voulez bien. Je voudrais, pour ma part, poser quelques questions d'ordre peut-être pratique, qui prolongent en fait beaucoup des points qui ont été abordés ici. Peut-être je pourrais pointer, comme Raphaël vient de le faire, une sorte de point quasi aveugle, où après l'un des points soulevés par Emmanuel Lauserand, je pense qu'il est en passe de plus être aveugle du tout, mais je pense qu'on verra ça assez vite. Ou en tout cas, donc, je pense que ce point concerne peut-être les limites des études japonaises et de leur définition en tant que telles ou en tant qu'elles apparaissent, comme tu viens de le dire. Et cela peut-être rejoint aussi la question du chercheur-passeur. Qu'est-ce que les études japonaises doivent faire passer et comment. Donc je voudrais aborder ces points-là de manière tout à fait empirique.
et à partir de mon cas, si vous voulez bien. Il me semble généralement que les études japonaises, en tout cas c'est comme ça que je l'ai souvent vécu dans mon parcours et mes recherches, elles ont bien entendu vocation à choisir leurs objets dans une ère culturelle, qui est donc celle du Japon, si on opte pour ce vocabulaire. Mais parfois, l'apport des études japonaises consiste peut-être justement à relativiser ce partage, à minimiser ce partage en ère culturelle. Ou pour reprendre des arguments qui ont été développés ailleurs, autrement, et bien mieux, par exemple Michael Lucanissi ou toute autre personne, notamment à l'INALCO, je crois que vous êtes assez nombreux pour justement, quand vous évitez de verser dans tout culturalisme. Donc, il s'agit donc d'éprouver les ressemblances jusqu'à leur limite avant de faire le compte des différences. Pour le dire encore autrement, les études japonaises ont parfois pour enjeu de disqualifier l'idée de spécificité culturelle ou aréale et de pointer les limites ou les errements d'une surcontextualisation japonaise, comme on la retrouve dans certaines disciplines, et notamment, puisque j'appartiens de facto aux études cinématographiques, on trouve là, dans ce genre de discipline-là, à foison, ce que j'appelle cette surcontextualisation, mais qu'on pourrait dire tout simplement des stéréotypes ou une manière tout à fait exotique d'aborder les objets filmiques japonais. Je peux prendre l'exemple canonique d'Ozu Yasujiro, que je pense vous connaissez tous, qui a été l'objet sans doute des études cinématographiques avant d'être un objet d'études japonaises. Et bien souvent, alors d'autant plus quand vous allez lire les textes d'Ozu lui-même, quand vous allez lire ce qui a été écrit au Japon sur Ozu lui-même, on se rend compte que la volonté d'inscrire ça dans une espèce de japonité dont il aurait été exemplaire n'existe absolument pas. Et que donc l'apport des études japonaises dans ce cas-là peut être de dire, eh bien, cet objet Ozu n'a aucun intérêt à être inscrit dans son ère culturelle d'origine. Au contraire, il gagnera bien plus à être considéré comme une question qui regarde éminemment son médium avant d'être relié à son ère culturelle d'appartenance. Donc, il est, pour le dire de manière sans doute beaucoup trop provocante, mais parfois les études japonaises ont vocation à dire qu'on n'a pas besoin d'elles, et que tel ou tel produit ou phénomène pris dans l'ère culturelle japonaise ne gagnera peut-être rien finalement à être envisagé comme tel. Et paradoxalement, ce sont les études japonaises qui sont les mieux à même de le dire. Et donc, il y a quelque chose qui, moi, je trouve est très intéressant et c'est ce que l'on disait aussi, Pierre-François Siry le disait tout à l'heure aussi, c'est-à-dire la nécessité aussi d'avoir une parole médiatique qui puisse faire refluer un moment la vague du stéréotype, essayer comme ça. Souvent, les études japonaises sont là pour dire attention, pour reprendre le vocabulaire que j'avais tout à l'heure, ne surcontextualisez pas non plus votre objet. Alors, je voudrais un petit peu dérouler le fil de cette pelote pour poser la question d'un penser avec, dont les études japonaises pourraient être les garantes. Comment, jusqu'où, c'est un peu ma question. Et c'est là que je voudrais parler de mon cas, puisque je vis et travaille à double titre dans ou sur mon terrain, puisque donc j'habite ici au Japon, je travaille au Japon et je travaille dans un département à l'université de Tokyo qui s'appelle Kyosho Bunkaron et dont la création, dans la deuxième moitié des années 80, recoupe en vérité mon objet de recherche, puisqu'il a été co-créé par Hasumi Shigehiko, un chercheur, avec Watanabe Moriaki. Donc, pour parler de manière transaréale, transdisciplinaire, notamment de cinéma, mais aussi de littérature et d'autres formes comme ça d'expression culturelle, c'est-à-dire à l'écart, notamment dans la manière dont étaient organisées les disciplines et les savoirs au sein de l'université de Tokyo, à l'écart justement des approches aréales ou en ère culturelle. Donc, alors parfois c'est un petit peu vertigineux pour moi, puisque je me retrouve dans un département où a priori les études japonaises existent mal, ou existent peu, ou n'apparaissent pas, et pourtant avec une position qui pourrait être celle de quelqu'un qui est en études japonaises sur ce genre de choses-là, et je me retrouve
parfois un petit peu en porte-à-faux ou sans trop savoir quel est finalement mon objet. Alors, j'ouvre une petite parenthèse et je prie aux interprètes de m'excuser puisque ce n'est pas là dans le texte que je leur ai fourni, mais être ainsi dans un département d'université japonaise permet de facto de voir, de constater, peut-être de m'inquiéter également de la pression que l'on note des études japonaises, notamment anglo-saxonnes, et dans ces départements-là, et la difficulté peut-être que les études japonaises françaises ont à apparaître, notamment dans les travaux étudiants. Et là, évidemment, il y a une question qui est, je pense, très très importante. Comment faire pour que nous autres, dirais-je, de manière un peu corporate, tenant croyants des études japonaises, pourrions-nous faire pour justement nous rendre plus visibles auprès de ces départements-là? Je n'ai absolument aucune espèce de réponse, si quelques-unes, mais elles sont tellement utopiques que je ne pense pas qu'il soit vraiment la peine de les développer ici. En tout cas, ce que je veux surtout dire en développant cet exemple très personnel, c'est qu'il y a un cas de figure qui me semble appartenir de plein droit aux études japonaises, mais qui aussi leur échappe. C'est ce moment où analyser les évolutions du paysage intellectuel au Japon revient à dédoubler son objet, puisqu'il peut s'agir d'étudier la pensée, par exemple, de tels spécialistes de pensée française, comme c'est le cas de Hasumi Shigehiko, qui directement mon objet d'étude en tant que personnalité majeure du développement des études cinématographiques au Japon, mais qui est également aussi un grand spécialiste de Flaubert et de littérature française. À partir de ce moment-là, étudier le Japon revient à étudier quelqu'un qui, justement, parle de littérature française. Et c'est là que je rejoins donc ce que l'envoi d'Emmanuel Lauserand, donc à la fin de la précédente table ronde. Il y a des cas qui se multiplient de manière, je crois, tout à fait intéressante ces dernières années. Il y a eu, évidemment, les travaux de Michael Luken sur le Japon grec. Il y a eu les traductions, par exemple, par Julie Brock de Mont Stendhal par Ooka Shohei. Il y a eu aussi récemment l'excellente traduction de l'ouvrage de Nishitani Osamu, L'impérialisme de la liberté, un autre regard sur l'Amérique, par Arthur de France, qui font que l'objet Japon se dédouble un petit peu parfois et devient plus complexe et un peu plus brouillé. J'ai l'impression que ces exemples, ils ne sont pas forcément légion, mais il y aurait... Ils forment comme une espèce de cas limite ou des objets hybrides où on peut se demander un petit peu quel est le rôle à ce moment-là du chercheur en études japonaises. Est-ce qu'il s'agirait de mettre en valeur l'acuité de la pensée de l'auteur pour montrer combien, si on parle par exemple de Ooka Shohei, qui est un très grand écrivain japonais, est-ce que le rôle des études japonaises va être de faire en sorte qu'ils s'inscrivent dans les études stendhaliennes et qu'à ce moment-là, la position des études japonaises s'efface tendanciellement un petit peu? Ou bien au contraire, est-ce qu'il s'agit de l'inscrire dans l'actualité d'un paysage intellectuel japonais? Et à ce moment-là, est-ce qu'on n'est pas de nouveau est-ce qu'on n'est pas face au risque de provincialiser un petit peu cette pensée-là en l'inscrivant de facto dans son contexte de départ? Voilà. Donc, évidemment, il faudrait pouvoir faire les deux à chaque fois, et il y a des points de tangence, ou de friction, ou de tension qui sont, je crois, très, très intéressants et assez fertiles pour la suite de certaines études, en tout cas les miennes, et notamment pour l'histoire contemporaine du Japon, à partir du moment où l'histoire intellectuelle et culturelle du Japon, à partir notamment, je ne sais pas, des années 60, 80, aujourd'hui, avec évidemment tout le développement des réseaux sociaux, etc., où les circulations sont beaucoup plus faciles, il y a à un moment une espèce là aussi de rétroaction où identifier l'objet Japon devient aussi quelque chose qui est complètement transculturel, transaréal,
Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de tout cela? Alors évidemment, j'aperçois ici, par exemple, Tsukamoto Masanori Sensei, juste là, qui est donc à l'université de Tokyo et qui était invité l'an passé par William Marx au Collège de France. Donc évidemment, Tsukamoto Sensei est un éminent francophone, donc il n'a a priori pas forcément besoin des études japonaises pour que sa pensée sur Proust existe en France. Mais je pose donc la question aux études japonaises. Quel pourrait être l'apport qu'elle pourrait avoir pour que justement Tsukamoto Sensei ne soit pas le seul, mais qu'il puisse y avoir une présentation plus globale, plus massive de ce qui se fait au Japon sur par exemple l'histoire française. Il y a aussi un autre collègue ici, Date Kiyonobu, qui a participé au numéro 60 de Debisu aussi, éminent spécialiste de la laïcité en France. Jusqu'où le rôle des études japonaises peut-il être donc de présenter cette pensée-là qui émerge au Japon dans un cadre intellectuel japonais. Donc voilà, c'est ce genre de questions qui, moi, me semble un peu... qui finalement, de manière très égoïste et personnelle, mais constitue mon actualité aussi à moi. Mais j'étais frappé, et je finirai là-dessus, en septembre dernier, la dernière fois où je suis allé en France, de voir, pour une fois, donc un exemple qui me semblait un petit peu sortir du lot, et je serai attentif un petit peu à son cas dans les mois à venir ou les années à venir, c'est-à-dire qu'il y avait une publicité massive qui était faite d'un philosophe japonais, Saito Kohei, qui est aussi à l'université de Tokyo, sur donc la traduction d'un de ses ouvrages sur les relations entre la pensée marxienne et l'anthropocène. Je crois que la traduction française s'appelle Moins, aux éditions du Seuil. Et pour une fois, il y avait une représentation qui était assez importante dans les médias, dans les librairies, et qui sortait justement aussi du cadre études japonaises. Alors c'est très encourageant, je trouve, même si la publicité, en général, tous les articles, quel que soit, commençaient par Saito Kohei, qui a vendu tant d'ouvrages au Japon, c'était quand même ça, avant de dire qui révolutionne la pensée marxienne. Non, c'était il a vendu tant de livres au Japon. Mais donc voilà, il y a peut-être des choses qui sont intéressantes. Et par rapport à ça, qu'est-ce que peuvent les études japonaises? Est-ce qu'elles doivent simplement s'effacer et se réjouir de cette présence-là? Je crois pas. Je pense qu'il y a énormément de choses qu'il est possible d'ajouter. Et voilà, je crois que je rejoins aussi ce que disait Manuel Lauzeron. J'espère ne pas, sans trop déformer, j'espère. Mais voilà, je m'arrête là. Voilà, énormément de points ont été abordés. Je vous propose qu'on fasse une pause parce que c'est l'heure du café. Et on reviendra sur une partie d'entre eux pendant la discussion après la table ronde numéro 3.